Merci à tous. L'échographie du rachis avant péri et ou rachis anesthésie. Si jamais ce sujet vous emballe, je vous ai mis 2 références qui sont toutes excessivement bien faites et écrites par Manoj Karmakar, qui est le patron dans le domaine. Alors le sujet pourrait être éclusé en 3 diapositives, dans la mesure où ici vous avez un papier de José Carvalho, qui est un des monstres sacrés de l'anesthésie obstétricale au Canada et partout d'ailleurs, et un des premiers à s'être intéressé à ce sujet. Et voyez que dans une population obstétricale normale, cela ne présente absolument aucun intérêt. Et c'est confirmé par des équipes londoniennes dans une méta-analyse qui disent bien que la technique pré-procédurale n'augmente en rien le taux de succès. Et c'est confirmé une fois de plus dans un très beau papier, dans une étude qui a été menée par Olivier Choquet et Capdevila. Il n'y a pas d'avantage majeur dans une population normale. Et pourtant, ceci est parfois le genre de situation que nous devons affronter. Et dans ces cas-là, pour pouvoir affronter ces patients-là, il est absolument indispensable d'avoir fait ces gammes. Alors, avant d'aborder les patients obèses, les scolioses, les arthrodèses, c'est très simple. Nous allons démystifier, dédramatiser tout le problème en 3 points. La ligne de Tuffier, la ligne médiane et 3 repères. 3 sera votre chiffre magique. La ligne de Tuffier, urologue jadis, dont je n'ai jamais réussi à trouver une bibliographie complète, est très simple vu qu'elle saute d'une crête iliaque à l'autre et vous aide à déterminer l'espace L3-4. Hélas, comme vous le voyez dans la diapositive d'à côté, hélas, quand nous essayons à déterminer exactement où se trouve la ligne de Tuffier, nous mettons nos doigts au-dessus des hanches. Pourtant, cette ligne est radiologique, elle est anatomique et donc de facto, elle est très facile à retrouver avec une crête iliaque. Vous avez ici votre pelvis, vous avez votre crête iliaque et vous voyez qu'au-dessus de cette crête iliaque, vous avez un petit panicule adipeux qui, chez moi, il y a quelques années, était de 1,5 cm. Hélas, ceci est parfois notre genre de patient que nous retrouvons. Et si nous pratiquons de la même façon, vous voyez que la palpation nous amène dans ce qui sera une zone très vraisemblablement L1, L2. Alors que la crête iliaque est localisée à ce niveau-ci. Elle est là. Vous voyez que nous avons 5 cm de panicule, 5 cm qui forcément se répercutent en amont, 5 cm qui représentent pratiquement 1 et presque 2 corps vertébraux. Donc il est essentiel de revoir votre façon de travailler, du moins celle que la plupart d'entre nous avons reçue comme enseignement. Deuxième chose, c'est la ligne médiane. À partir du moment où vous parvenez à relocaliser parfaitement la ligne médiane, et vous verrez tout de suite pourquoi, vous avez de facto restreint la cible d'autant. Et cette ligne médiane, elle est facile à retrouver. Regardez, vous avez ici une épineuse, un cône d'ombre, des masses musculaires qui sont les érecteurs spinés. Vous avez une image que vous n'allez plus jamais oublier et que tous, aussi compétents soyez-vous, vous repérerez toujours très, très, très facilement. Je disais, le 3 est le chiffre magique. Vous avez une épineuse, un processus articulaire, une transverse. Pour ceux qui ne sauraient plus compter jusque 3, une épineuse, une articulaire, une transverse. C'est simple comme tout. Et dépendant, en fonction de la position de votre sonde, position transverse ou sagittale, il est évident que ces structures auront des caractéristiques différentes. Je disais en position transverse, 3 structures, en position sagittale, 3 images, le signe du trident, le camel sign, donc le signe du dromadaire, et le horse sign, vous allez voir tout de suite. Si vous posez votre sonde à ce niveau-ci, au niveau de l'épineuse, vous aurez immédiatement un processus transverse avec une épineuse.
les caractéristiques de ce processus épineuse, sont qu'elle est extrêmement superficielle, elle est localisée en position médiane, avec forcément un cône d'ombre. Lorsque vous déplacez très légèrement votre sonde en position caudale, vous voyez que la sonde fait face ici aux articulaires et que vous passez d'une vertèbre à l'autre. Vous avez un premier angle droit. Ce premier angle droit est localisé en parasagittal immédiat et est un peu plus profond. Vous continuez à déplacer votre sonde. Vous quittez les articulaires, vous êtes à cheval sur l'articulaire et la transverse, vous avez votre premier angle, vous avez un deuxième angle qui apparaît, qui est plus latéralement localisé, plus profond, et il n'y a plus d'épineuse. Donc tout ça, c'est excessivement simple, c'est géométrique. Une fois que vous l'avez compris, il n'y a plus aucun problème. 3 structures. En fait, ces 3 structures sont localisées sur une ligne oblique, qui est oblique de cranial en conal, de superficie en profondeur et de médial en latéral. Donc, une belle oblique, des structures qui apparaissent systématiquement, successivement. C'est tout simple. Et lorsque vous n'avez plus d'épineuse, eh bien, le trajet de votre sonde d'écho va être exactement celui de votre aiguille. Vous avez ici un complexe antérieur qui est la superposition de votre corps vertébral, de votre ligament longitudinal postérieur, de votre espace péridural et de votre durmère, en face duquel vous allez retrouver une durmère, qu'il faut parfois deviner. On va voir pourquoi. Et donc, vous faites un pré-scanning. Et ça, ce sont des images d'Eric Eisenberg. Vous repérez la ligne médiane, vous retrouvez les structures prédéfinies, 1, 2, 3. Vous savez exactement où vous êtes et à ce niveau-là, vous mettez vos marques. La technique est extrêmement efficace et tout ce qu'il faut savoir, c'est que de par la pression de votre sonde, vous allez, d'une manière générale, minimiser un tout petit peu la profondeur de votre espace péridural. Tant mieux, plus vous minimisez, plus vous serez prudent. Nous avons vu le scan transverse en position transverse. Nous allons voir maintenant le scan en position sagittale. Lorsque vous mettez votre sonde latéralement, venant de dehors en dedans, les premières structures que vous allez voir sont bien entendu les transverses. Celles-ci sont les plus profondes et vous avez une alternance d'optical shadow, de cônes d'ombre et de fenêtres optiques. 1, 2, 3. C'est le signe du trident de Manoj-Karmakar. Quand vous posez votre sonde à ce niveau-là, vous avez donc une ligne qui est discontinue, avec une alternance de fenêtres, et qui est très latérale et profonde. Vous vous mobilisez légèrement de manière médiale, et vous voyez très bien que vous passez d'une vertèbre à l'autre, et que donc vous avez ici une ligne continue, qui est à une profondeur légèrement intermédiaire. Cette ligne continue, vous allez la casser. Vous allez la casser en imprimant à votre sonde un double oblique. Vous la basculez en direction médiane et en direction latérocaudale. Et ce que vous allez voir de nouveau apparaître, c'est une alternance de structures osseuses et de structures perméables qui vous donne donc une fenêtre optique à ce niveau-là. Vous avez de nouveau cette alternance qui vous permet de voir cette fois-ci beaucoup mieux la durmère, tout simplement parce que cette durmère, vous allez la visualiser dans son grand axe. Et en face, vous avez l'optical shadow, donc, le complexe antérieur, pardon. Et vous retrouvez ici, hop, hop, une encolure de cheval, une tête de cheval, un ligament jaune. Et ceci, c'est encore plus facile à mémoriser. Donc vous avez 3 signes, le signe du trident, le camel sign et le signe des chevaux, des encolures de chevaux. Si vous voulez être plus précis que la ligne de Tuffier, il y a différentes façons
de repérer le niveau où vous travaillez. Je vous présente une façon, mais vous pouvez aussi le faire en position transverse. Vous avez votre sacrum, vous le prenez à ce niveau-ci, et c'est important parce qu'il ne faut pas confondre chez les vieux patients qui sont franchement arthrosiques les hiatus sacrés avec la fenêtre L5-S1. Vous avez ce sacrum qui plonge comme un toboggan, et au fond de toboggan, qu'est-ce que vous avez d'une manière générale? Vous avez une flaque d'eau, pof, c'est votre L5-S1, et à partir de là, vous rebondissez de niveau en niveau. C'est toujours les mêmes images. Ces techniques ont été démontrées comme extrêmement efficaces chez les patients obèses. Pour cela, c'est vrai, il faut de l'habitude. Mais s'il y a un papier dont vous devez vous souvenir, c'est celui-ci, de Kijin Shin, ici, de Kijin, Anaï Perlas, Vincent Chan. C'est une étude qui est merveilleuse parce qu'ils incluent des patients avec des BMI de plus de 35 ou des patients chez qui les repères sont impossibles à palper. Et regardez bien. Bien entendu, un patient difficile, c'est comme les voies centrales. Une voie centrale difficile reste une voie centrale difficile sous écho. Néanmoins, quand on rame en sachant ce que l'on fait. Et d'une manière générale, regardez. Premier essai d'insertion, 60% de succès, 30%. Et c'est vrai pour tous les paramètres qui sont pris en ligne de compte. L'écho fait 2 fois mieux. Aussi bien chez les patients obèses que chez ceux chez qui il est impossible de sentir quoi que ce soit. 57 versus 30. Donc l'écho chez ces patients, d'une manière générale, est excessivement utile. D'une manière générale, on y arrive tous toujours avec un peu d'expérience. Mais on n'a pas à prouver à nos patients que l'on est bon ou très bon. Ils apprécieront grandement une réduction du nombre d'essais de ponction de 50%. Et là, on est dans des très très bonnes équipes. Hein. Donc, c'est quelque chose d'établi. C'est quelque chose d'établi dans un grand nombre d'études. Ici, vous voyez, on améliore le pourcentage de premier essai, on réduit le nombre de passages, on réduit d'une manière générale la durée de la procédure et, une fois de plus, ce qu'il y a de plus important, on améliore la satisfaction des patients. 3 papiers au minimum. Dans une d'autres méta-analyse, regardez, il y en a 4, vous retrouvez les auteurs ici. Il n'est pas nécessaire de spécifier l'avantage. Il est très rare d'avoir des études où les différences sont aussi nettes qu'ici, très largement en faveur de l'échographie. Mais il faut avoir une certaine habitude pour retrouver ces repères. Hein. Ça, il n'y a pas de miracle. Ici, vous avez des BMI à 40, 60, 40. Il faut exercer quand même un tout petit peu son œil pour retrouver sa ligne médiane, son articulaire, sa transverse. Toujours en obstétrique ici, d'une manière générale, on améliore la qualité de l'analgésie parce que les cathéters sont mieux placés, parce qu'il faut moins faire s'y reprendre et on augmente encore la satisfaction. C'est encore plus utile chez les patients scoliotiques. Alors, les patients scoliotiques, lorsque vous aurez dominé les patients normaux, quand vous aurez dominé les patients obèses, la scoliose est complexe. La scoliose est complexe d'une manière générale parce qu'on a une rotation, mais en fait, on a 2 rotations. Ici, sur ces diapositives-ci, sur ce modèle-ci, on n'explore qu'une seule rotation. Vous avez un modèle qui a été mis au point par Manoj Karmakar, toujours, et vous voyez que vous avez une première rotation avec des vertèbres dont les épineuses sont basculées par rapport à l'axe médian et une sonde qui est dans une position neutre. Vous retrouvez toujours la même image et il est évident que dans ce cas-ci, si vous prenez comme point de repère votre épineuse, vous voyez que le trajet de votre aiguille va aller taper sur l'articulaire qui est à ce niveau-ci. Moyennant quoi, si vous basculez votre sonde de façon à ce que les 2 articulaires soient parallèles, vous aurez un axe de ponction qui vous mènera tout droit au canal médulaire.
Avec ça, vous réduisez déjà, vous retrouvez déjà une solution pour la première rotation. En pratique, regardez, ceci c'est une toute petite scoliose, hein, mais vous voyez que tout de suite vous avez un problème d'axe qui est de l'ordre de 5 à 10 degrés, qui peut vous amener à aller taper sur une articulaire plutôt que de pénétrer dans un espace péridural. Alors il est évident que dans des cas excessivement complexes, les péridurales sont pratiquement impossibles. Ici, il s'agissait d'enlever un grand trochanter ou une tête fémorale chez un enfant qui était excessivement algique, et on a fait un fémoral, un parasacré et un femcut, tout ça parce qu'il était sous assistance respiratoire, impossible à intuber, même ici à Paris, vu qu'on l'avait envoyé ici pour confirmation. Toujours ce problème de double rotation qu'il faut prendre en compte. Les arthrodèses, 9 fois sur 10, il se fait que les patients qui ont des arthrodèses et du matériel, on a des CT scans et des iconographies. Mais je suppose qu'il vous arrive à vous, tout comme à moi, tout comme à vous, d'avoir de manière occasionnelle des patients ici enceintes, sans follow-up obstétrical, sans imagerie, avec une cicatrice. Alors la solution de facilité, c'est bien évidemment de refuser tout. Mais une fois qu'on a l'habitude de l'échographie, on peut facilement identifier le matériel qui est placé ici en longitudinal, ici en transverse. Voici les images que l'on a le lendemain qui nous permettent d'objectiver a posteriori que l'on a bien fait parce qu'on avait des fenêtres de travail à ce niveau-ci. Et il se fait qu'il me manque une dia. Toujours est-il que l'on a fait chez elle une ponction à L5S1. Donc les scolioses, une fois de plus, vous voyez, les articulaires qui ne sont pas, même à ce niveau-ci, l'une en face de l'autre, que l'on parvient, moyennant rotation de la sonde, à égaliser. Ce faisant, on parvient à visualiser le complexe antérieur. Et ici, je reprends le texte d'Olivier et de Xavier Capdevila dans le papier où il disait que dans les méta-analyses et dans l'étude qu'ils avaient faite, le bénéfice n'était peut-être pas évident, mais qu'il fallait impérativement continuer à développer cette technique, surtout pour ces patients-ci, comme je disais, les arthrodèses, les scolioses, les patients obèses, et l'expérience qui vous permettra de dominer ces patients-là, vous l'acquérez sur des patients normaux. Mais si vous parvenez à comprendre cette systématique, le tout deviendra très facile et très simple et logique. Je vous remercie.